Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Force aujourd'hui est de constater qu'il est de plus en plus difficile pour une personne de passer toute sa carrière dans une même entreprise. Elle devra faire plusieurs fois face à des périodes de transition professionnelle pendant lesquelles elle sera pleinement adaptable, sans quoi ce sera très difficile pour elle de retrouver à nouveau un contrat de travail. Pour autant, il n'est pas du tout facile aujourd'hui de se retrouver dans la législation du travail, qui est d'ailleurs fréquemment revue, comme nous le montre l'actualité récente. J'ai décidé aujourd'hui de faire appel à un professionnel pour commencer à défricher ce sujet. Mon invité est Jean-Hugues Zenoni, président de la société du portage salarial Le Monde Après. Jean-Hugues, bonjour. Bonjour Mireille. Je voudrais peut-être avant tout qu'on fasse un premier constat, qui est que depuis quelques années, des tas de nouvelles formes d'employabilité se sont développées. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'étais habituée à des choses relativement simples, CDI, CDD ou intérim. Et j'ai l'impression que depuis une dizaine d'années, on a vu un essor de plein d'autres formes de travail. Alors pour en citer quelques-unes, mais je ne suis pas spécialiste, on a l'auto-entrepreneuriat, la création de petites sociétés unipersonnelles telles que les SAS, pour facturer des prestations de services. On a le fait qu'on peut pratiquer des activités en libéral. Il y a bien sûr le management de transition. Et bien évidemment, le sujet qui va nous occuper plus précisément aujourd'hui, le portage salarial. Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être plus en détail ces différentes formes et quand est-ce que vous préconisez qu'on les utilise, pourquoi et comment ? Alors, de nouveau bonjour et bonjour à cette belle équipe de m'accueillir dans ce studio sympathique de la rue Denis Poisson. Moi, effectivement, depuis 5 ans, j'ai œuvrer pour proposer des nouvelles façons de travailler et surtout des façons de travailler confortables. On va revenir plus en détail sur les différents statuts qui sont offerts. Nous, on a l'habitude de dire que ça, c'est ce qu'il y a au-dessus de la table. C'est-à-dire, excusez-moi, ce qui est en dessous de la table. En dessous de la table, c'est-à-dire que quel que soit votre mode d'organisation, finalement, le client final, lui, on n'a pas grand-chose à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est que ça fonctionne. Il veut avoir un professionnel qui, pendant un délai déterminé, propose une solution. Et ça l'intéresse vraiment. Ensuite, que vous facturiez via une SAS, via une URL, via une boîte, j'ai même presque dit, d'intérim ou de portage salarial, finalement, tant que le job est fait, c'est l'essentiel. Alors, on va revenir plus en détail pourquoi c'est arrivé comme ça et pourquoi il y a effectivement une multiplication des offres. Moi, j'ai un début de réponse. Le début de réponse, c'est le suivant, c'est que d'un côté, on a des entreprises qui ont de plus en plus peur de recruter parce que leur bon de commande n'est pas rempli. Et puis de l'autre, on a des employés qui ont peur de bouger parce que il y a le chômage, l'épouvantail du chômage qui pointe son nez. Et on voudrait que peur plus peur, ça fasse de la performance. Alors c'est pas possible. Donc les gens, comme ils sont un peu figés, c'est un peu le titre d'un livre que j'aime bien citer de temps en temps, c'est Le Chevalier et l'armure rouillée. Alors on est super bien protégé en France, on a des super lois, ça c'est certain. Mais d'un autre côté, on perd en agilité. Donc tous ces modes d'interaction sont apparus pour essayer de mettre un peu d'huile dans les rouages et apporter des solutions qui puissent fonctionner rapidement et que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que l'entreprise finale cliente n'est pas embolisée par des process trop longs, trop lourds ou trop coûteux, et celui qui les propose peut effectivement récupérer l'argent assez facilement. Depuis combien de temps est-ce que ça s'est développé et est-ce qu'il y a eu des vagues ou des modes ou des formats privilégiés par rapport à d'autres en fonction de certaines circonstances ou de certaines lois ? Alors, j'ai pas tous les rapports de statistiques de l'INSEE, mais l'INSEE fournit ça très très bien. Effectivement, donc on a à peu près en France 24,5 millions de salariés.
C'est le mode quand même le plus répandu. Il y a à peu près 1 million d'entreprises unipersonnelles qui facturent des services. Avec plus ou moins de succès, parce que la 3e année apporte le lot des charges réelles et généralement ça fait mal. Donc c'est la 3e année qui est un go-no-go. C'est le tribunal de commerce, vous allez voir, c'est que les 3e années pour les redressements judiciaires. Ensuite, vous avez 1 million à peu près d'auto-entrepreneurs, dont 750 000 facturent zéro. Ah oui, quand Donc même. ce sont des gens qui un beau matin se disent tiens super, je vais être auto-entrepreneur, il y a le mot entrepreneur dedans, ça claque bien, sauf qu'ils ils s'en servent pas. Donc 750 000 à zéro. Et puis dans vos auto-entrepreneurs de votre million, il y a des gens qui travaillent déjà en salariat ou ce sont des auto-entrepreneurs avec pur revenu sur leur auto-entreprise? Je vais venir à ça, mais avant je voudrais juste détailler les 250 000 qui restent. Sur les 250 000 qui restent, le revenu moyen est de 1 000 € par mois, c'est-à-dire en dessous du seuil de pauvreté en France, qui est 2048. Wow. Bon, alors après, effectivement, l'auto-entreprise a été créée pour de bonnes raisons, c'est-à-dire éviter du marché noir et faire en sorte que les gens soient plus à l'aise avec le fait de se réconcilier avec l'entreprise. Bon, ça a donné quelques bons résultats. Faut quand même pas critiquer ce statut. Il est limité à 32 000 € par an, donc on voit bien quand même que ça peut pas faire des merveilles pour quelqu'un qui vit en région parisienne avec une famille. Ça, c'est quand même un peu court, mais bon, voilà, ça permet quand même d'avancer. Et puis ça peut être effectivement redonner le goût à certains de passer à l'acte et de passer donc du côté de l'entrepreneuriat sans beaucoup de formalités. D'accord. Donc, comment vous préconisez qu'une personne s'oriente dans ce type de système? Alors, quels en sont les différents avantages? Après, je vous promets, on va parler du portage salarial. Non, mais ça fait partie de l'environnement et les clés. Les gens, en fait, c'est un phénomène double. C'est un phénomène économique. Les entreprises doivent faire face à une concurrence mondiale avec l'Internet qui met tout à plat au niveau horizontal. Donc il faut être extrêmement agile pour s'adapter à des offres qui viennent de n'importe où sur la planète et qui peuvent vous concurrencer quasiment demain matin chez vous. L'effet Kodak, par exemple ? Voilà, l'effet Kodak, c'est-à-dire qu'on est un brave dinosaure en train de brouter tranquillement. On se dit que ça dure depuis des millions d'années, ça va durer encore des millions d'années. Et là, patatrac, le numérique arrive. Même si c'est nous qui l'avons inventé, on n'y a pas cru nous-mêmes. C'est l'effet Kodak. Et puis, voilà, il y a d'autres Japonais qui arrivent et qui dévastent tout sur leur passage. Voilà. Les entreprises donc ont une concurrence qui est de plus en plus vaste. Et puis les individus ont également évolué de façon très très nette. C'est-à-dire que un gamin aujourd'hui ou un jeune homme ou une jeune fille de 25-30 ans, une jeune femme de 25-30 ans, son horizon professionnel déjà s'il le calcule à 12 mois, c'est loin, c'est très très loin. 12 mois quand même, c'est quand même très très vaste. Les vacances au mois d'août et la grosse voiture dans le garage, c'est pas du tout leur rêve, mais alors pas du tout. Et donc eux, ils veulent simplement trouver du sens à ce qu'ils font, être collaboratifs, s'éclater en équipe, trouver du sens. Et franchement, ça va très bien comme ça. Donc ils vont être un jour à Paris, après ils vont partir 3 mois au Vietnam, après ils vont venir à Paris aider un copain à monter un restaurant, après ils vont se mettre à Pôle emploi, puis ils vont reprendre un job. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle un peu le digital nomade. Donc on a vraiment deux phénomènes de fond très très massifs. Des entreprises qui peuvent plus travailler comme avant, des gens qui veulent plus travailler comme avant, et on a toute une nouvelle société à créer en fait. Là, vous parlez des jeunes. Quid des gens qui sont dans nos âges? Comment est-ce qu'ils s'adaptent à cette nouvelle réalité? Alors, ceux qui sont un peu plus seniors, on va dire entre 45-55, pour donner une fourchette un peu large, eux, ils ont soit assez rapidement compris l'enjeu, ils se disent je vais devenir indépendant, je vais mettre mes services à disposition de grands groupes, un jour je suis en Arabie Saoudite, un jour je suis au Canada, voilà. Donc ça c'est à peu près, on va dire 15-20% des gens, les plus agiles, les plus autonomes, les plus affûtés. Et puis les autres, les 80% qui restent, souvent c'est une tuile, hein. C'est ce que je disais l'autre jour, des amis. Enfin voilà, il se passe quelque chose dans la vie professionnelle. Alors soit c'est un ras-le-bol personnel,
On a encaissé un certain nombre de coûts, un plan de licenciement, un deuxième plan de licenciement, un troisième, puis au quatrième, ça fait beaucoup. On en a ras-le-bol. Ou alors la boîte divorce avec vous, et puis elle vous dit, je m'appelle SFR, je m'appelle etc., etc. Tous les jours, il y en a, Société Générale, c'est par paquet de 1000, 2000 qui sortent des effectifs. Et puis généralement, ils ont un package qui est assez sympa, donc ça leur permet de pouvoir avoir un matelas qui leur permet à 45, 50, 55 de se dire, il me reste 10, 15, 20 ans à gratter. Comment je vais faire pour les gratter de façon intelligente et sans avoir la boule dans le ventre? Parce que rien de pire que de se lever le matin et de se dire, mon Dieu, quelle horreur, je suis pas digital natif, je suis pas agile, j'ai un bagage d'éducation qui remonte à 20 ans, ça marche plus aujourd'hui. Et il faut inventer d'autres façons d'interagir pour que ces gens qui ont des valeurs, qui ont un vrai savoir-faire, puissent s'épanouir et trouver leur rôle à jouer dans ce rôle économique, dans cet environnement économique. Donc, quels sont les différents systèmes qu'ils peuvent utiliser? Quels en sont les avantages? Alors, est-ce que ça dépend de leur âge? Est-ce que ça dépend de leurs préoccupations, de leurs angoisses, de leur statut? Je dirais que déjà, il y a un truc qu'il faut faire absolument dès le départ, c'est se regarder droit dans la glace et pas se voir trop beau ni trop moche. Parce que ça prend déjà du temps de bien faire le zoom sur ses propres capacités. Bon, c'est une chose, les capacités. Après, c'est le savoir-faire. Après, c'est le savoir-être, c'est-à-dire c'est la façon dont on va interagir de façon efficace et simple avec les autres qui va donner de la valeur. C'est-à-dire qu'il s'agit pas non plus de faire une catalogue de la redoute. Le piège, c'est de faire un super CV hyper rempli en se disant c'est bien le diable si quelqu'un n'y trouve pas son bonheur. Et en fait, c'est pas ça qui intéresse les entreprises aujourd'hui ou le preneur d'ordre. Ce qui l'intéresse, c'est votre métier. Parce que demain matin, très efficacement, très simplement, vous allez pouvoir lui solutionner comme problème et sans faire des grands discours et en vous adaptant de façon quasiment immédiate. Là, le donneur d'ordre se dit, quelqu'un qui a 20 ans de métier dans son domaine, il a su l'adapter à mes besoins, et finalement, je dois avoir quelque part quelqu'un dans ma boîte qui serait capable de le faire, mais ça va me prendre du temps à le convaincre parce qu'il est sur autre chose, et puis finalement, si on le faisait tout de suite, ce serait mieux que l'année prochaine. Donc ce gars-là, il est disponible, il est sympa, il a l'air efficace, il est soutenu par un écosystème qui tient la route, ok, je le teste, allons-y. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il va choisir plutôt le portage salarial, plutôt l'auto-entrepreneuriat, plutôt une EURL, plutôt l'intérim, parce qu'il y a plein de formes différentes, plutôt le management de transition. Vous êtes tous en concurrence sur le même marché, en fait. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est tellement dépendant de chacun que finalement, tout le monde peut s'y retrouver. La différence que... Par exemple, j'ai parlé pour notre société, donc le Monde Après, c'est que nous, on a un environnement qui est très très fort. On a tout fait dès le départ pour gérer d'abord des humains. On dit souvent que c'est pas les hommes qui sont au service de l'entreprise, mais bien l'entreprise qui est au service des hommes. L'homme étant la finalité de tout ça. On a un peu perdu ça de vue, c'est-à-dire qu'on a tellement fait des systèmes complexes informatiques simples dans un premier temps, puis des ERP, puis des CRM, puis des comptes rendus permanents, etc. C'est que l'homme est devenu donc une ressource humaine. C'est bien quand même un défaut de langage de parler de ressources humaines. On n'est pas un pneu, on n'est pas de l'huile, on n'est pas du pétrole, on est des humains. Et des humains, il n'y a rien de plus précieux qu'un humain. Donc on fait tout ça pour servir l'homme. Et donc nous, on est parti de ce constat-là. Donc d'autres sont peut-être plus process, d'autres sont peut-être plus orientés sur une relation contractuelle. Nous, on a des services très bien huilés. On a une certification ISO 9001. On apporte beaucoup de garanties diverses et variées pour le bon paiement des salaires, etc. Donc c'est un environnement très favorable, mais on le met volontairement de côté. Ce qu'on met en avant, c'est une façon d'interagir très dynamique, une façon de faire des formations toutes les semaines avec 8-9 personnes. Ce matin, il y avait 9 personnes au bureau qui sont venues se former. C'est gracieux, c'est offert. Il y a une machine à café, on est des vrais humains, on discute, on raconte nos déboires, nos désespoirs et nos espoirs et nos réussites. Parce que moi, les Superman qui ont que des succès, il y en a peut-être quelques-uns sur cette planète, mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Et du coup, le fait de raconter de façon décomplexée ces gadins, ça permet de rebondir de façon plus efficace et puis de se dire que un tel est dans le même cas que moi. Il a l'air de s'en sortir, c'est l'air d'être sympa. Et nous, on fait ça depuis maintenant début 2011. Et on voit des gens qui, au niveau humain, sont portés vers le haut. Ça, c'est très agréable. Moi, j'étais avant dans les télécoms.
Donc il y avait des secteur routeurs, en crise s'il en est. Ouais, je suis parti au bon moment, mais il y avait des routeurs, des switches, etc. Bon, le routeur, j'avais beau être sympa avec lui, il restait toujours de la même manière. Le protocole était le même, les millisecondes, la JIT, etc. C'était toujours la même. Donc bon, c'était un peu sec. Pour moi, c'était un peu sec. Moi qui aime bien l'humain, j'étais un peu sur ma faim. Donc là, je peux pas me plaindre là depuis 5 ans parce que des humains, j'en vois beaucoup. Et la balance est passée de l'autre côté. Voilà, exactement. Et alors il y a des phases de chaos, de complexité. On monte des programmes, on voit si ça marche, et puis quand on arrive à trouver la recette. On l'applique pour le plus grand nombre. Elle est toute simple. La recette, c'est de la bienveillance en mouvement, de l'exigence, de la méritocratie, et puis voilà, du mouvement, et de la décomplexion. Et ça, finalement, ça donne beaucoup de valeur à la proposition que ces gens peuvent apporter, et ça séduit de plus en plus des grandes entreprises. On a, je pense aujourd'hui, la moitié du CAC 40 comme client, directement via nos consultants. Et ils apprécient énormément ces consultants qui savent s'adapter, qui savent être efficaces, qui ont un système derrière eux très performant qui permet de facturer dans de bonnes conditions. D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais je vais peut-être prendre une minute pour préciser ce que c'est exactement le portage salarial. Je voulais qu'on le fasse juste en deuxième partie, si vous en êtes d'accord. On va faire du teasing comme ça, c'est très bien. Donc mon idée, c'est est-ce qu'on peut continuer peut-être en faisant plus un zoom sur le portage salarial? Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un vient vous voir? Qu'est-ce qu'il doit attendre d'une société de portage? Qu'est-ce qu'il ne doit pas en attendre? Qu'est-ce qui fait la différence entre les différentes sociétés? Et enfin, quelles sont ces nouvelles formes d'emploi dont tout le monde rêve ou dont tout le monde a peur? Vous avez 4 heures devant vous, Mireille? Bien sûr, mes auditeurs aussi. Sauf qu'on rend l'antenne d'à peu près 12 minutes. Voilà, je vais faire court. Je vais vous donner un cas qui s'est passé pas plus tard que ce matin. Un monsieur qui a 60 ans, qui a fait une belle carrière dans le domaine de l'automobile. Et puis un de ses copains avait une mission dans un grand groupe que je ne citerai pas. Et puis pour diverses raisons, il peut pas la fournir jusqu'au bout. Donc il appelle son ami qui se dit super, c'est parfaitement dans mes cordes, génial, c'est une mission sur 7 mois, ce qui est assez bien, qui est assez long dans notre domaine. Et par contre, il se dit comment je vais faire pour facturer ce grand groupe. Et alors toujours pareil, par écosystème, il apprend que on existe, qu'on est plutôt sympa et robuste. C'est un peu les deux qualités qu'on nous donne régulièrement. Et il vient nous voir ce matin, il dit expliquez-moi, je sais à peu près, mais j'ai pas bien compris. Ok, je dis voilà, votre client, il va donc vous prendre pour un certain montant de prestations chaque mois. On va signer un contrat commercial avec votre client. Vous serez nommément cité dans ce contrat. Personne d'autre aura le droit de faire ce contrat à votre place. C'est la grosse différence avec l'intérim. L'intérim, c'est la société d'intérim qui non seulement trouve la mission et en plus trouve la personne qui va l'effectuer. Nous, dans le portage salarial, c'est vraiment l'opposé. C'est-à-dire que c'est le consultant qui trouve lui-même ses missions. Et personne d'autre n'a le droit de le faire à sa place. On ne peut pas lui piquer son client. Donc c'est vraiment destiné à des gens autonomes, qualifiés et certifiés. Donc il y a une notion d'indépendance, d'autonomie et de savoir vendre ses prestations également. Donc c'est déjà une première barrière au départ, à l'entrée. Peut-être pas au départ, mais à l'entrée. Alors, ça peut être considéré comme un frein aujourd'hui parce qu'on est en 2016 et qu'on a été pendant de longs siècles protégé par un clocher unique qui s'appelait son entreprise. Ça c'est bien. Alors c'est vrai que le monde après est bien trouvé pour ça. C'était le monde d'avant ça. Donc nous dans le monde après, on dit oui, ce qui existait avant, c'était bien, c'était super. On a beaucoup de respect pour nos aïeux, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus Ou de moins en moins. Voilà, ou de moins en moins. Et on voit bien la rapidité à laquelle des sociétés comme Facebook ou Google prennent des parts de marché qui se comptent en milliards de personnes. C'est quand même assez fou en 10 ans de temps. On voit bien que ça va beaucoup plus vite et qu'il faut être très très agile. Et donc il faut être agile non seulement dans la façon de récupérer l'information des outils, il faut être agile dans la façon dont on la traite cette information. Et puis comment on va l'articuler du début jusqu'à la fin. Donc tout ce cheminement, c'est ce qu'on pourrait appeler le chemin de la valeur. Il faut qu'il soit complètement réformé, sinon on est un maréchal Ferrand, là où il n'y a plus que des voitures, et puis maintenant c'est même plus des voitures à essence, c'est des voitures électriques. Si vous vous amusez à lire la saga de Elon Musk, le créateur de Tesla,
C'est assez impressionnant parce qu'en une dizaine d'années seulement, il a réussi à faire beaucoup mieux que General Motors, Nissan, Renault et tous les autres constructeurs réunis. Et puis ce gars, il s'est pas limité à ça. Il s'est dit, tiens, moi j'aime bien l'espace, je vais envoyer des fusées sur Mars. Il est en train de réussir son pari et il fait beaucoup mieux que des États qui mettent des milliards et des milliards de dollars. Et lui, avec des moyens d'un homme privé, il a réussi à envoyer des satellites en orbite avec une fusée qui revient à son point de départ, ce qui économise évidemment le coût pour faire repartir une fusée après. Voilà, donc c'est très symbolique et c'est très emblématique des nouvelles solutions qu'il faut apporter. Alors c'est vrai que, pour revenir à votre question, Mireille, ça peut sembler ardu au départ, mais très sincèrement, on veut le faire de cette façon, c'est-à-dire on veut le faire d'une façon émancipée. On veut pas que cette transformation digitale soit perçue comme une forme, je le lis à droite à gauche, comme une forme d'esclavagisme moderne où voilà, on n'est plus que des numéros, des codes barres, tu fais telle prestation, les prix sont préétablis, etc. Et puis tu sais ça ou c'est rien. Bon. Nous, alors là, si on devait aller vers ça, ce serait vraiment la fin pour nous. Nous, au contraire, on veut que les gens s'épanouissent, on veut que les gens vraiment aient du plaisir à agir ensemble, et on pense surtout que c'est même très bon pour le client final, c'est-à-dire que un esclave, il va peut-être être performant pendant un mois ou deux, puis après, il va plus rien faire parce que il va pas du tout être motivé, hein, et chacun d'entre nous ne le serait pas. Donc la meilleure façon de créer de la valeur pour l'entreprise, c'est de laisser faire du lâcher prise et faire en sorte que chacun se sente autonome, responsable, et permettre à chacun de se dire tiens, je vais faire mieux qu'hier, tiens, je vais me mettre un challenge, je vais essayer de faire un truc impossible parce que c'est super drôle de faire des trucs impossibles. Si on se contente de faire des choses possibles, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont déjà connues, donc c'est déjà des choses mortes. Donc faire inlassablement des choses qui sont déjà mortes, moi ça me passionne pas, et je pense que la plupart des gens sont pareils. Et finalement, quand on mélange tout ça, ça fait une ambiance de travail très stimulante où on se dit finalement on apporte des solutions concrètes, pratico-pratiques, mais avec un vrai sens. J'ai une question qui me revient souvent sur le portage salarial, c'est quid des professions réglementées ? Comment c'est traité aujourd'hui ? Et est-ce que ça évolue ? Non, pas pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des chasses gardées, on peut les comprendre pour certains. C'est-à-dire que les architectes, les avocats, les notaires, les médecins sont des professions réglementées dans lesquelles on n'a pas le droit d'interférer parce qu'il y a un code déontologique, parce qu'il y a des responsabilités, il y a des assurances particulières. Et je pense qu'on y viendra. Les avocats, même les architectes, je pense qu'on va trouver des moyens. Voilà, c'est une question de mentalité, c'est aussi une question de clocher. Quand vous avez X milliers de médecins, de vétérinaires, etc., vous n'avez pas envie que ces gens-là se dispersent sur des sociétés sur lesquelles vous n'auriez plus de contrôle. Donc voilà, ils jouent leurs cartes. Mais ça va évoluer. Donc pour ces gens-là, le portage n'est absolument pas possible. Aujourd'hui non. D'accord, même s'ils en rêvent, Oui, tout à fait. Mais voilà, mais je pense que c'est bien. Il faut avoir des rêves très grands pour pas les perdre de vue. Donc gardons-les bien grands et puis ça va finir par aboutir. Quels sont les 3 conseils que vous donneriez à quelqu'un qui se retrouve et qui se dit finalement je vais peut-être créer ma forme de travail, ou quelles sont les 3 choses auxquelles il devrait faire attention ? Parce que c'est pas facile de se confronter déjà, 1 face à soi et 2 face à l'inconnu. Voilà. Alors il y a 3 paramètres. Il faut déjà avoir beaucoup d'exigences vis-à-vis de soi, c'est-à-dire qu'il faut être très curieux, faut lire, faut se renseigner, faut aller à des colloques, faut prendre des notes, faut rédiger des rapports, faut bien travailler sa proposition de valeur, être à l'affût et savoir qu'une journée, quand elle est bien utilisée, elle est très très longue une journée, on peut faire plein de choses et rencontrer beaucoup de gens, prendre plein de conseils. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est que en fait, un homme seul est un homme mal accompagné, ou une femme seule est une femme mal accompagnée. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas. Ça me rappelle confusément quelque chose, mais sur un autre domaine. Donc voilà, il faut impérativement sortir de sa coquille et puis rencontrer d'autres personnes et franchement briser des murs de silence où on peut se dire tiens, j'ai 50 ans, c'est pas cool, j'ai plus de boulot, ça y est, je vais plus être aimé, mes copains vont me dénigrer, etc. Ça, c'est un truc qu'on a un peu en France et en Angleterre, par exemple, les gens font plein de boulot et c'est très bien vu. Et puis enfin, faut se jeter à l'eau, faut faire des propositions et puis vous allez avoir le retour du marché et puis ça va se passer bien. Jean-Hugues Zédonier, je vous remercie pour ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt.